Alors, bon, ben, je vais tous vous remercier, aussi pour être venus parce que, c'est voilà, le biomimétisme est, un courant qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui est encore assez, mal connu en France. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à l'entreprise biomimétique, et les atouts d'un modèle qui s'organise et fonctionne comme le vivant, et ceci appliqué aux entreprises. Alors, tout ça part d'un constat. Ça c'est tiré du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, où on se voit qu'il y a des organisations qui sont organisées comme une mécanique, qui essayent de tout contrôler, qui essayent de contrôler quasiment même la nature. Vous voyez, ces gens qui essayent de tailler les arbustes, qui mettent beaucoup d'efforts, des processus, etc. Et puis, un peu plus loin, il y en a d'autres qui ont choisi plutôt que d'essayer de maîtriser une complexité qui est insaisissable, eh bien, de s'y adapter. Récemment, le BCG, ce Boston Consulting Group, a fait une enquête et a trouvé qu'il y avait une corrélation négative entre la complexité des processus en entreprise et la croissance et la profitabilité de ces entreprises. Et ça, c'est intéressant puisque un des, comment dire, des points du BCG, c'était de dire peut-être que ça a un impact sur les employés, sur leur efficacité. Et l'on sait que la complexité augmente ce désengagement des employés. En effet, lorsqu'on ne sait pas quelle est notre place dans l'entreprise, lorsque les processus sont extrêmement complexes et que, au final, on est un peu perdu de réunion en réunion, l'Institut Gallup a montré que ça avait un impact significatif, moins 18% de productivité, moins 15%, pardon, de profitabilité, moins 18%, moins 15% de productivité, et donc un taux même d'absentéisme au niveau des employés plus important. La question est donc, existe-t-il d'autres modèles? En effet, Lalou et aussi Wilbert, dans une vision intégrale, ont étudié l'évolution des organisations. Il y a environ 100 000 ans, on avait des organisations centrées autour d'un chef qui utilisait énormément la violence pour contrôler ses troupes. Puis au fur et à mesure, on a implémenté des hiérarchies formelles qui permettaient de transmettre l'information de génération en génération. Et là, on est sur ces deux modes d'organisation plutôt centrés autour de chefs. Plus tard, les organisations se sont vues transformées comme plutôt des machines. C'était la vision mécanistique du monde et c'est ce qui est encore relativement prédominant. On a des matrices fonctionnelles qui sont motivées par les objectifs d'actionnaires. Plus récemment, avec l'apparition de la RSE, hein, de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, eh bien, on voit apparaître des matrices relationnelles où on cherche à prendre en compte les différentes parties prenantes des organisations. Et donc, ces chercheurs-là, Lalou et Wilbern, commencent à se dire peut-être que le prochain niveau d'organisation est inspiré du vivant, ressemble à du vivant. Et donc, la question qu'on s'est posée en tant que biologiste, mais c'est quoi, en fait, une organisation du vivant et comment on fait pour s'en inspirer et pour que ça soit qu'on transforme ça de la métaphore à l'application. Et donc, aux origines d'Evoico, c'est Alix et moi-même, ingénieur en agronomie, docteur en biologie, et j'ai fait mes études sur la biologie, en particulier des systèmes, essayer de comprendre comment les cellules, les organismes s'adaptent à leur environnement, à la fois d'un point de vue interne et aussi par rapport à leur comportement. Et Voico, ça veut donc dire accompagner l'évolution des sociétés. Alors, le modèle, là, je le simplifie, hein, parce que je pourrais passer des heures. Le modèle des Voico, c'est basé sur une RD qui s'inspire de la biologie et de l'écologie translationnelle, c'est-à-dire transférer de la biologie et de l'écologie des lois, comment dire, des observations vers les organisations. Et pour cela, on a développé un modèle où on a trouvé, il semblerait, une bonne analogie entre la cellule, un système complexe où il y a de nombreuses protéines, des gènes qui sont... Donc les gènes, c'est ce qui code l'information pour les protéines. On va dire il y a environ 10 000 gènes dans un organisme. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 10 000 fonctions.
L'INSEE dit dans les bases de données françaises, il y a de quoi coder 10 000 fonctions. Et donc, moi, je suis chercheur en biologie. Certains sont professeurs, par exemple, sont vendeurs, etc. Et donc, on a une similarité, en fait, de structure entre la cellule et les organisations humaines, une similarité d'organisation et aussi une similarité de fonction. Et donc, l'idée d'Evoiko, c'est de convoquer la biologie et la méthode scientifique pour étudier les organisations, pour les soigner et les faire évoluer. En effet, les organismes vivants, pour évoluer, répondent aux 3 piliers de la vie: croissance, résilience, transmission. Et lorsqu'on pense aux sociétés, que ce soit des organisations type entreprise, association ou administration, le but c'est ça, c'est de pouvoir transférer à la prochaine génération, c'est de pouvoir travailler suffisamment pour être en capacité de croître et compenser l'entropie, et puis de s'adapter au changement. Par exemple, il y a eu le Covid, voilà, comment on s'adapte le plus rapidement, c'est ça la résilience, comment on revient à un état d'équilibre le plus rapidement possible. Alors, ça fait appel au fitness écologique. Alors, ce n'est pas un mot que j'ai inventé, c'est ce qu'on utilise en biologie pour décrire la capacité à durer dans le temps. Ce fitness écologique, il est fonction à la fois du métabolisme interne, c'est-à-dire de l'organisation, de l'autonomie. On est capable de le contrôler, ce métabolisme, et il y a des outils pour ça. Et ce métabolisme est aussi dépendant de l'écosystème. L'écosystème, on ne contrôle pas tout, c'est plus des moments, des interrelations que des outils. Et donc, le fitness écologique d'une entreprise, en fait, d'un organisme, est dépendant de ces 2 fonctions. Et j'ai choisi cette image parce que c'est intéressant, parce que quand on fait du fitness, quelque part, on va à la salle de sport pour modifier son métabolisme interne. Et ça, c'est bien connu en sociologie que ça a des impacts sur son relationnel. Alors, comment se présenter une entreprise dans toute sa complexité pour améliorer son fitness écologique, pour y penser? Ici, Evoiko a fait appel à la modélisation fonctionnelle des organismes et de leur métabolisme, qui est au cœur de la poursuite du fitness écologique. Il y a un président de SweetTech, il pourra confirmer que l'intérêt d'avoir des cartes métaboliques, c'est-à-dire pour savoir comment sont produits certaines molécules d'intérêt, permet après de faire de l'ingénierie métabolique, c'est-à-dire d'innover, de pouvoir trouver de nouveaux processus, d'améliorer le fitness, par exemple, des organismes dans des conditions particulières. Et ça fait appel à ce qu'on appelle de l'ontologie. Et Evoiko a développé un modèle qui permet en fait à la fois de modéliser les entreprises, comme ce qu'on fait dans le vivant, comme ce que je faisais pendant ma thèse, pour prendre en compte à la fois les différentes fonctions dans l'entreprise. Donc c'est une modélisation fonctionnelle et non pas des tâches que réalise l'entreprise. Quelles fonctions, quels métiers, quels outils, quelles ressources elles utilisent, les savoir-faire et les compétences et les informations clés, car, comme l'a dit Bertrand, effectivement, l'information est au cœur de la structure, de l'organisation et du fonctionnement d'un système. Alors là, je prends un exemple, c'est l'exemple d'Evoiko. C'est quoi la modélisation d'Evoiko? Vous ne pouvez pas lire, mais ça a l'air complexe. On est seulement 2, et pourtant les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise sont déjà multiples. Il faut communiquer, il faut vendre, il faut faire de la veille, donc dans les parties externes, il faut transformer l'information et nourrir un ADN. Tout cela, nous sommes 2, on doit faire des choix stratégiques. Sans cette carte, ça devient difficile. On a plein de papiers, etc., on est obligé de faire la synthèse d'énormément de données. Mais cette carte intègre à la fois les ressources qu'on utilise, les ressources informationnelles, l'énergie et la matière, les outils, et aussi les fonctions. Et donc, c'est un peu comme une carte militaire. Les militaires reçoivent énormément d'informations et on les transmet sur des cartes pour qu'un général, quelqu'un qui fait de la stratégie, puisse avoir une synthèse de cette information. Ça permet de mieux optimiser les actifs organisationnels de l'entreprise, c'est-à-dire faire une meilleure gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, faire du benchmark,
organisationnel. On peut commencer quand on collecte dans une base de données les types d'informations, vérifier comment est-ce qu'une entreprise différemment organisée mais qui fait le même métier quelque part performe mieux ou pas selon qu'elle ait d'autres fonctions intégrées. On peut aussi gérer les actifs technologiques. Alors ça a des avantages parce que quand on travaille avec les entreprises à créer ces cartes, on fait du bottom-up, on va voir les employés, on améliore en fait l'adhésion culturelle des collaborateurs envers la destinée collective de l'organisation. Soudain se révèle à eux une carte qui montre que l'organisation est un système, qu'il y a des différentes fonctions, qu'elles sont interconnectées et qu'on a donc une responsabilité les uns envers les autres pour améliorer le fitness écologique de notre organisation. Donc effectivement, ça promeut l'engagement, ça clarifie en clarifiant et conceptualisant le fonctionnement de l'organisation. Ça optimise aussi la gestion des actifs, comme je l'ai dit, et ça améliore la performance globale grâce à une meilleure vision de l'ensemble des employés, de la stratégie et de la marche à suivre. Alors après, on peut se demander, avons-nous une stratégie d'écosystème relationnel? Le métabolisme, ok, on peut le visualiser, mais en termes d'écosystème, comment on le pense? Ce n'est pas juste du networking comme on pourrait le penser. Comment on le pense pour optimiser cet écosystème? Là, à nouveau, on s'est basé sur les interactomes. Alors, les interactomes, ils sont présents à la fois dans les métabolismes, on cherche à savoir comment les fonctions interagissent entre elles, mais aussi au niveau des écosystèmes. Et on peut en sortir des lois qui sont assez universelles, à la fois que les qualités intrinsèques aux écosystèmes, leur diversité, mesurée par l'entropie de Shannon, la robustesse des interactions, en mesurant la connectivité dans un graphique qui représenterait l'écosystème, en mesurant l'imbrication, nestedness en anglais. Donc ça, c'est l'interaction multiniveau. Mais on en tire aussi des règles plus ou moins universelles pour interpréter ces interactions. Les rôles, les intermédiaires par exemple, quel est leur rôle? Les clusters, qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les pathologies associées? Les bénéfices et les points d'attention. Voilà un exemple. Un exemple que nous avons pu étudier, c'est le succès du bioparc. Le bioparc de Charleroi-Bruxelles en Belgique. Donc, c'est un incubateur d'entreprises spécialisées dans la biotech et en particulier sur une thématique spécifique, la thérapie cellulaire et génique. Ce bioparc, après 20 ans, c'est 1,2 milliard de flux monétaires annuels. C'est 2700 personnes employés, des personnes extrêmement qualifiées, docteurs, etc. 85 entreprises incubées, 15 essais cliniques en cours, 6 plateformes technologiques et 3 facultés présentes sur site. Et donc, on s'est intéressé parce que partout, on voit apparaître l'idée d'écosystème, comment ça marche, etc. Mais on s'est intéressé particulièrement à cette réussite. Et on a vu que la réussite du bioparc résidait dans le fait qu'ils avaient su localiser géographiquement au même endroit une chaîne de valeur. Vous voyez, ici, on a les labos en vert, on a les entreprises pharma qui vont développer les molécules à tester, on a les futurs clients, l'hôpital de Charleroi et de Bruxelles qui ont mis des centres d'essais cliniques directement sur le bioparc, et aussi des manufacturiers qui, en fait, délestent les entreprises d'innovation en leur permettant de produire les molécules d'intérêt. Et donc, le bioparc a réussi à créer, autour de cette thématique bien précise, une chaîne de valeur où il y a des interactants divers, une robustesse des interactions, puisqu'en fait, entre eux, ils peuvent avoir des interactions économiques qui renforcent les liens et renforcent la puissance de l'écosystème, et des interactions multiniveaux entre les docteurs, les stagiaires, etc., qui permet un transfert de l'information au sein du bioparc. Et ça, c'est intéressant parce que en France, lorsqu'on regarde les différents parcs d'activités, il y en a très très peu, au final, qui sont structurés comme ça, qui arrivent à localiser toute une chaîne de valeur d'un point de vue géographique. J'ai vu ça en Autriche, pour un Energy Park aussi. Si des gens sont intéressés, on pourra en discuter. Alors, il y a d'autres cas d'analyse des écosystèmes. Ça, c'est le cas d'une ETI,
qui voulait un petit peu rebooster son équipe communication, qui est cartographiée ici. Et donc, l'idée, c'était de comprendre les relations au sein de l'équipe, les interactions, pour identifier les différentes pathologies. Donc là, c'est plus attrait au management. Et par exemple, ce qui a été trouvé, c'est que... alors, pardon. Ce qui a été trouvé ici, c'est que dans le cluster, l'équipe qui était située à Toulouse, il y avait une dégradation de l'ambiance qui stimule le statut agentique des personnes, c'est-à-dire qu'ils n'attendent en fait que des ordres, ils ne font ni plus ni moins, alors que des personnes avaient un réel potentiel de talent, puisque rien qu'à lui seul, il avait réussi à mobiliser sur LinkedIn une communauté de 15 000 personnes sur un autre sujet. Et donc la question, c'est pourquoi cette personne ne mobilise pas son talent dans l'entreprise. Ça, c'est intéressant. Problème d'arbitrage d'informations. Les relations publiques étaient à Paris. Le groupe, cette partie de l'équipe est à Toulouse. Comment on fait pour bien arbitrer l'information entre les événements, les relations presse et la communication sur LinkedIn, sur le site internet? On voit aussi un détournement de la marque en Inde. On a trouvé des gens indiens qui parlaient au nom d'Axia, ce que le groupe n'avait pas vu. Et en termes de géographie, on a des biais culturels qui sont aussi des opportunités, puisque ici, c'est la partie Afrique et Asie, et où le groupe LinkedIn de l'ingénierie en Afrique, alors que le groupe en Afrique, c'est 500 personnes, comptabilisait 55 000 followers, alors que le groupe français, le LinkedIn du groupe, lui, c'est seulement 38 000 avec toute une équipe. Alors, est-ce qu'il y a des biais culturels qui favorisent ça? Comment on peut les transférer? C'est ce qu'on appelle en biologie de horizontal gene transfer, transférer de l'information d'un groupe à l'autre. Donc ça, c'est d'un point de vue de management. Et après, il y a 2 personnes qui l'ont testé un petit peu en individuel, avec des problématiques différentes. Pour l'une, comment développer son écosystème en étant introverti dans le secteur d'activité du luxe, parce que pour son business, c'est très important. Un autre, comment trouver un emploi stimulant dans un contexte économique tendu. Et en fait, ils ont tous les 2 utilisé la solution, l'analyse de l'écosystème et du métabolisme des entreprises cibles, et une approche centrée sur la personnalité. Comment, en fait, on arrive avec sa propre personnalité, qu'elle soit introvertie, extravertie, quoi qu'elle en arrive, comment on arrive avec cette finesse, cette stratégie d'écosystème, comment on arrive à le mobiliser pour atteindre certains succès. Donc ça, c'est pour les écosystèmes. Donc ça, pour nous, c'est un positionnement très important, parce qu'on parle souvent du métabolisme, mais l'écosystème est très très peu développé, et c'est essentiellement en France. L'organisation, voilà, le management, c'est un truc qui roule, mais la stratégie de comment on va créer un écosystème qui va potentialiser la richesse d'une entreprise, ça, c'est beaucoup moins réfléchi. Donc, une approche de stratégie d'écosystème relationnel permet d'identifier les pathologies qui affectent les comptes de résultats ou la croissance du chiffre d'affaires. Cartographier et qualifier son écosystème pour découvrir les ressources à proximité, puisque chacun d'entre nous est détenteur de ressources. Et comment on va les activer? On a tous des ressources auprès de nous. On a aussi des opportunités qui sont latentes, et on peut devenir en fait acteur de son écosystème. Donc ça, c'est un peu le travail que l'on fait avec Alix. Et donc, là, c'est le fitness écologique quelque part. Comment on fait pour l'améliorer? Et c'est comme en sport, quelque part, il faut se faire un peu coacher pour booster son fitness écologique. En fait, les travaux depuis maintenant 7 ans, on a essayé de savoir comment travailler ce métabolisme, travailler son écosystème, c'est-à-dire visualiser la complexité de son organisation dans le cadre de son métabolisme, développer une approche RSE native. Ça, c'est un travail qu'on fait avec une école de RSE à Paris, les E-Green Business School. Comment, en fait, l'approche des Voico, en intégrant dans un schéma une modélisation fonctionnelle de l'entreprise, peut servir l'approche de la RSE. Mettre en place des outils opérationnels d'intelligence collective, identifier des modèles vivants transposables aux organisations. On a dans le vivant un parasite, une symbionte, c'est pas bien ou mauvais.
chacun a différents business models quelque part, et ils les appliquent différemment pour pouvoir pénétrer une niche et pouvoir s'y installer, une niche écologique. Connaître les caractéristiques d'un métabolisme efficient, adopter les règles et une discipline pour améliorer la fitness de son organisation, parce que nous, on y travaille tous les jours pour nous-mêmes. Et enfin, des matrices décisionnelles inspirées du vivant pour identifier les leviers d'évolution de l'entreprise. Ça, c'était un travail qui prend énormément de temps. Notre impact sur notre écosystème, notre métabolisme, notre personnalité, parce qu'il faut bien le savoir, ça a été montré que l'obésité se transmettait dans les réseaux. Plus les gens ont des comportements alimentaires qui conduisent à l'obésité, et plus ils vont se créer un cluster, et en fait, les personnes qui s'y agrègent, au final, vont avoir les mêmes comportements, et ça devient la norme. Donc ça se propage comme ça. Ça, c'est une étude américaine. Donc on voit bien que ça a un impact direct sur notre écosystème, et donc sur notre personnalité. Les analyses de l'écosystème, parce qu'un écosystème, c'est à la fois un environnement et une communauté relationnelle de différents organismes, de personnes, de sociétés. La cartographier et qualifier les interactions au sein de son écosystème, s'inspirer des stratégies relationnelles mises en place par le vivant, connaître les caractéristiques d'un bon écosystème, comme je l'ai comme je vous l'ai présenté pour le bioparc, et enfin identifier des opportunités. On propose bientôt un séminaire d'un week-end en décembre à Ouzous pour parler des écosystèmes relationnels et aider les gens à développer leur stratégie relationnelle, et aussi 3 jours d'immersion. Donc ça, il faut voir avec Alix. Il y a des gens qui sont déjà en cours de tests, qui ont déjà utilisé nos solutions et qui sont relativement contents. Enfin, vous lirez si vous voulez, c'est sur le site. Et pour moi, c'est la fin de mon intervention. Je vous remercie tous. Je ne sais pas quelle heure est-il. Je crois qu'on est à l'heure et que vous avez tous faim et tous fatigués. Et je prendrai des questions volontiers si besoin. Voilà. Merci Valentin pour ton intervention.